Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. L'épidémie de coronavirus Covid-19 a contaminé plus d'1 million de personnes dans 180 pays et entraîné plus de 51 000 morts. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Parmi les 180 pays, les États-Unis d'Amérique comptent à date le plus grand nombre de cas, près de 245 000 pour près de 6 000 décès. L'Italie, à ce jour, a dépassé 115 000 cas pour plus de 13 900 morts. L'Espagne s'en approche avec plus de 112 000 malades et plus de 10 000 décès. La France, quant à elle, c'est 59 105 cas, 26 246 hospitalisés, 6 399 personnes sont en réanimation, 12 428 guérisons contre 4 503 décès. Le Cameroun, notre pays, compte, d'après le dernier pointage du ministère de la Santé publique, 306 cas, une dizaine de patients guéris et 8 décès. Covid-19, une pandémie qui ne connaît ni les frontières, ni le rang social, encore moins le sexe. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 et femmes enceintes, que faut-il savoir? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Ernestine Guedbel. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes gynécologue obstétricienne, pionnière de la fécondation in vitro en Afrique au sud du Sahara. Vous êtes à l'origine de la naissance du premier bébé éprouvette camerounais, c'était en 1998. Gynécologue camerounaise internationalement reconnue. Vous êtes passe-présidente du syndicat des médecins privés du Cameroun, passe-présidente également du groupe africain, groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Vous êtes actuellement la directrice de la clinique médicale Odyssée à Douala. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Voilà, je n'ai rien oublié. Oh, il y a plein de choses, mais oui. Ça va. Ok. Voilà, j'écoute. Eh bien, écoutez, déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Oui. Mais avant qu'on ne démarre cette émission, j'ai une doléance de la part de mes confrères. Oui. Vous savez, nous avons perdu ce matin le premier médecin de cette pandémie. Oui. C'est un médecin ORL au nom de Chouamé Michel. Oui. Et je voudrais vraiment ici, au nom de tous mes confrères, qu'on ait une minute de silence en sa mémoire. Voilà, merci. Ok. Merci. Merci. Voilà, nous allons prendre la direction de Ingolstadt. Nous sommes en Bavière, en Allemagne, où nous avons déjà, elle est déjà là, positionné le docteur Laetitia Nabourou Meka. Bonsoir docteur. Docteur Meka, bonsoir. Voilà, vous êtes gynécologue obstétricienne, c'est bien cela, hein? C'est ça. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est la femme enceinte et le Covid-19. Depuis que cette pandémie, elle a fait son lit, comme ça, sur la planète, est-ce que vous avez déjà eu des cas de femmes enceintes dans l'établissement hospitalier ou dans lequel vous exercez? Déjà, bonsoir encore et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les autres invités et à tous les téléspectateurs et surtout mes condoléances à toutes les familles qui ont déjà eu à perdre un proche dû à cette maladie.
Particulièrement, jusqu'à présent, dans l'hôpital où j'exerce, ou encore en gynécologie, on n'a pas encore eu de cas de femmes enceintes. Mais nos cas de COVID-19 augmentent tous les jours, mais ce ne sont pas encore des femmes enceintes. Actuellement, je vous parle, aujourd'hui, quand je quittais l'hôpital, eh bien, la capacité de nos lits de réanimation est déjà à 50% remplie par des patients de COVID-19. Mais les femmes enceintes en particulier, on n'en a pas encore, mais nous sommes préparés pour les accueillir. Ok. Docteur Godbel, est-ce que la femme enceinte est particulièrement vulnérable face à cette épidémie COVID-19? Oui, la femme enceinte n'est pas protégée. Oui. D'accord. Le fait qu'elle porte un bébé est aussi une situation à très haut risque. Il y a également le fait que quand on est enceinte, on a naturellement une baisse de défense. Oui. Donc, l'expérience chinoise, nous ici, Oui, allez-y. nous n'avons pas dans notre pratique. J'ai discuté avec certains de mes consoeurs. Nous n'avons pas. Oui, allez-y, docteur Godbel. Je disais que dans ma pratique, et puis j'ai aussi interrogé certaines consoeurs avant de venir à cette émission au niveau du Cameroun, on n'a pas eu encore de cas. Oui. Dans ma pratique, moi, j'ai une suspicion de cas récemment chez une femme enceinte qui s'est retrouvée avoir des signes suspects. Oui. Elle était allée dans les églises alors qu'il avait déjà été dit qu'il ne fallait plus aller dans les églises. Donc, on l'a géré par confinement chez elle, demandant d'appeler le 15-10 et on va surveiller qu'est-ce que ça va donner. Voilà, vous parlez de confinement. Est-ce que c'est une période où on sait que la femme doit être suivie, des visites prénatales, lorsqu'elle est confinée? Comment ça se passe? Non, mais elles sont ou bien le... Non, mais les femmes enceintes, comme tous les Camerounais aujourd'hui, sont confinées. Oui. Il a bien été dit dans les mesures annoncées par le gouvernement du Cameroun que tout le monde devait rester chez soi, que seules les professions qui étaient obligées de travailler devaient aller travailler. Dans ces professions-là, il y a les professions médicales. Donc, les hôpitaux, les cliniques restent ouverts et nous recevons les patients. Mais nous recevons les patients d'abord de moins en moins. Nous en recevons beaucoup moins que d'habitude. Moi, je suis au tiers de mes patients que je reçois. Oui. Parce que nous travaillons également beaucoup par téléphone. Nous leur demandons d'appeler avant de venir. Quand ce sont des problèmes que nous pouvons résoudre par téléphone, on les résout par téléphone. On peut leur faire des prescriptions également par téléphone, mais celles qui ont les rendez-vous prévus, elles viennent. Et on les reçoit, on est masqué dans notre formation sanitaire, il y a toutes les mesures préconisées qui sont respectées. Et celles qui viennent sans masque, on leur met des masques, on les examine, on fait leurs examens, elles rentrent chez elles. Voilà, docteur Godbel, sur ce dossier masque, quel est votre point de vue? Parce que les hommes de science qu'on a reçus ici, certains parlent du port systématique, d'autres disent que bon, c'est une fois qu'on est contaminé qu'on doit le mettre pour ne pas continuer à contaminer les autres. Votre avis là-dessus, sur le port du masque? Moi, je suis très simple. Je pense que la vitesse de contagion de cette maladie est juste effroyable. Et nous sommes là, comme devant, au bord d'un océan, où un tsunami est en train d'arriver, et on le voit arriver depuis 2 mois, 1 mois, il arrive, et nous sommes là, juste plantés là, on ne bouge pas, en attendant qu'il vienne. C'est un peu l'impression que j'ai, moi. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais je dis, quand on voit la force avec laquelle cette pandémie arrive, je ne sais pas s'il y aura un seul pays au monde qui va être épargné. Okay. Donc, chaque pays, à mon avis, devrait utiliser les moyens à sa disposition. Et le ministre de la Santé du Cameroun, qui fait un travail énorme, que tout le monde reconnaît, lui-même a encore dit hier, sortez, protégez. Protégez votre nez et votre bouche. Ça veut dire porter des masques. Oui. Mais je pense que les personnes qui ont la possibilité de porter des masques, il faut qu'elles les portent. Le personnel médical doit porter les masques. Une catégorie de masques donc, qui protègent plus. Les autres qui sont juste à entrer dans le taxi peuvent aussi
porter des barrières. Et là, je ne vais pas faire des leçons à qui que ce soit. Ici, ce n'est pas mon rôle. Mais je dis, dans les formations sanitaires, il faut que le personnel médical porte des masques. Et sur la durée de vie du port du masque, pendant combien d'heures? Non, il y a plusieurs sortes de marques, des masques. Il y a les masques PPF2 qui vont durer plusieurs jours. C'est les meilleurs, mais il faut pouvoir les avoir. Oui. Ça coûte cher, on ne les voit plus. Mais je pense que... Parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'il faut porter le masque pendant 3 heures puis changer. Oui, mais ça dépend. Parce qu'on fait le calcul des Camerounais. C'est ça. Mais j'ai vu aussi que il a été demandé aux sociétés du Cameroun de fabriquer les masques. Oui. Et ça va être des masques lavables. On les lave, on les repasse. Même si ça protège que partiellement, c'est toujours mieux de ne pas être protégé du tout. Ok. Docteur Meka, dites-moi, il y a cette question qui... taraude les esprits. Est-ce qu'une femme contaminée, une femme enceinte contaminée, cela veut dire que forcément le fœtus ou bien l'enfant qui va naître est contaminé? Eh bien, j'avais un recul de 4 mois parce qu'il faut dire la maladie, on la connaît seulement depuis décembre 2019. Les cas qui ont été reportés jusqu'à présent ne laisse pas penser qu'il y a une transmission verticale de cette maladie. C'est-à-dire, là, il n'y a pas, jusqu'ici, il n'y a pas de risque de transmission de la maladie de la mère à l'enfant dans l'utérus. Pour le peu d'échantillons qu'on connaît jusqu'à présent, des études qui viennent de Chine, les femmes ont accouché au 3e trimestre, elles étaient Covid-19, elles étaient infectées, et les enfants étaient en bonne santé. Et comme je dis, c'est à prendre avec du recul, mais c'est tout ce qu'on a jusqu'à présent et on peut se baser là-dessus pour dire pas de risque de contamination de la mère à l'enfant dans l'utérus. Ok. Docteur Guetbert, sur cette situation. Mais justement, en fait, puisque nous n'avons pas d'expérience vécue nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est de lire tous les jours que Dieu a créé plusieurs fois les revues, les études qui sortent. Et moi, j'ai bien vu, justement, dans les études récentes chinoises, qui ont dit qu'ils ont eu 2-3 bébés qui ont été atteints. Et il y a 2 jours, on nous a signalé d'un bébé de 2 mois qui est mort de Covid-19 en Europe. Donc, je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui où c'est une maladie qu'on ne connaît pas, qui est très, très récente, et les études ont besoin de prendre du temps. Donc, pour l'instant, il est évoqué, moi, d'après les lectures que j'ai faites, que tant qu'on n'a pas eu la preuve scientifique que ce n'est pas une contamination verticale et au moment de l'accouchement, nous devons considérer que ce risque existe. Parce que justement, les Chinois ont décrit 3 cas d'enfants qui ont été atteints et qui ont été guéris. Okay. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'y a pas de contamination. On peut juste dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais il n'y a pas non plus beaucoup de cas de femmes qui ont accouché de par le monde ces 2 derniers mois. Et faisons absolument attention. Tant que ce n'est pas prouvé, tant que ce n'est pas dit que ce n'est pas possible, faisons attention, parce que les contaminations, dans ce cas, se passeront à travers le placenta. Vous savez, c'est le placenta qui a du sang, qui relie la maman à son bébé, et également au moment de l'accouchement. Parce que lorsque le bébé va sortir, en plus, la plupart de ces bébés sont allaités. L'allaitement n'est pas contre-indiqué. Donc, il n'y a rien qui dit... Voilà, justement, vous avez un peu... Voilà. Justement, est-ce que une femme contaminée peut allaiter son enfant sans risque pour l'enfant d'être contaminé? On ne peut pas dire actuellement sur quoi que ce soit sans risque. Mais une maman qui est porteur du virus, parce qu'il y a plusieurs degrés, hein. Il y a porteur, il y a contaminé, non, malade, et puis il y a malade. Je pense que pour les femmes qui sont au cas de maladie, notamment les stades 2 à stade 4, elles ne sont pas dans un état d'allaiter l'enfant, elles ne peuvent pas allaiter. Mais pour les autres porteurs, on va dire porteurs saines, elles vont allaiter. De toute façon, c'est la femme qui décide toujours.
si elle veut allaiter ou pas, après l'information médicale qu'on va lui donner. Mais on conseille aux femmes qui veulent allaiter, d'abord de laisser le bébé dans le berceau, avant l'allaitement, de se laver les mains, de mettre les solutions, de mettre le masque avant d'allaiter son bébé. Ok. Voilà, docteur Meka, est-ce que cet enfant-là, cette femme enceinte, a les mêmes chances d'être guérie qu'une personne normale? Une femme enceinte contaminée. Et une femme qui n'est pas enceinte. Prenons les deux femmes. Une femme enceinte contaminée et une qui n'est pas enceinte qui est contaminée. Est-ce que les deux ont les mêmes chances de recouvrir la guérison? Du coup, comme ça, je vais dire, bien sûr, d'abord, les femmes enceintes, généralement, ont cette particularité qu'elles sont vulnérables devant les maladies infectieuses à cause de la diminution de l'immunité qui est physiologique pour pouvoir tolérer ce corps étranger qu'elle porte, qui est le fœtus. Ça fait qu'elle est plus vulnérable pour certaines infections. Mais le nouveau coronavirus a cette particularité qu'on a observée jusqu'à présent. Je dis bien, il faut prendre cela avec précaution parce qu'on n'a pas beaucoup d'échantillons. Que les femmes enceintes, la plupart des femmes enceintes ne font pas de forme grave de la maladie. C'est-à-dire les femmes enceintes vont être placées dans la catégorie jeune et système immunitaire OK et qui peuvent mieux se défendre contre le virus. Bien que c'est assez surprenant connaissant la condition immunitaire physiologique de la femme enceinte. Maintenant, là, il faut différencier avec les femmes enceintes qui ont d'autres comorbidités. Une femme enceinte qui est en surpoids, une femme enceinte qui fait une prééclampsie ou bien qui a d'autres pathologies. Là, ça sera un peu différent, son tableau clinique sera sûrement très différent de quelqu'un qui n'est pas enceinte et qui n'a pas de comorbidité, non. Mais une femme, parce qu'elle est enceinte et comparée à une femme qui n'est pas enceinte, testée positive au COVID-19, elle a également de bonnes chances de guérir. Ok. Dr Godbert, sur cette situation, les chances sont égales, les mêmes? Oui, je pense que déjà... Même la femme enceinte, vous avez dit qu'elle est vulnérable. Elle est vulnérable parce que, comme l'a dit ma consoeur, elle a une diminution de l'immunité physiologique. J'ai également lu et vu que le Covid-19 atteint moins les femmes que les hommes. Bon, ça, il faut d'avoir. Mais peut-être aussi parce que les hommes ont quand même plus de comorbidités. Ils fument, ils ont des poumons souvent malades, le foie et tout cela. Donc, mais je crois que ce sont des chiffres tellement récents et tellement peu qu'on ne peut pas se contenter de dire ça. Mais c'est vrai que la spécificité de la femme enceinte, c'est que la plupart de ces femmes-là ont quand même moins de 40 ans quand elles font les enfants, notamment quand elles font les enfants elles-mêmes, que donc elles vont faire partie de la catégorie des personnes jeunes et ayant une meilleure santé. Voilà. Revenons un peu sur l'allaitement, Dr Godbert. Une femme qui est comme ça déclarée positive, est-ce qu'elle doit continuer à allaiter son enfant? Prenons une femme qui vit en zone rurale, par exemple. Ok. L'enfant est habitué à prendre le sein de sa maman et du coup, si on met par exemple la maman en isolement, comment on continue avec l'enfant? Je voudrais rappeler ici les définitions de cas maladie. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle le cas suspect. Oui. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont des signes inflammatoires qui ne sont pas élevés, mais qui n'ont pas ou qui ont été en contact avec les autres, mais pour lesquels on n'a aucun test qui dit qu'elles sont atteintes. Oui. Il y a le cas probable. Le cas probable, c'est une forte suspicion que cette personne-là soit porteur de virus. Mais il y a surtout aussi le cas, troisième cas, c'est le cas confirmé. Ce sont les personnes chez qui on a fait le test et on a retrouvé que ces personnes-là sont porteurs de virus. Maintenant, est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? On va voir le degré. Tous les cas confirmés, c'est-à-dire qui ont un examen de laboratoire positif, ne sont pas forcément malades. Mais même ceux qui seront malades, on pense que 80% feront
des formes bénignes. Il y a maintenant le cas contact. C'est les personnes qui sont à côté de ces personnes qui ont été déclarées positives. Maintenant, au niveau de la femme qui vient d'accoucher, il faut déjà voir des conditions d'accouchement. C'est-à-dire qu'on conseille aujourd'hui qu'on laisse les femmes accoucher seules dans les maternités. Il ne faut pas que la famille vienne leur rendre visite. Oui. Ça ne sert à rien. Les maternités sont capables de gérer les accouchements sans qu'il y ait une dizaine de personnes qui tournent là. Ces personnes doivent rester chez elles et attendre les nouvelles de la maternité. En cas de besoin, chaque femme qui va accoucher, c'est qu'elle doit partir avec son sac, sa petite valise, tout ce qui est dedans, elle le sait. Elle n'a pas besoin de contact des personnes qui viennent chez elle. Alors, si cette personne qui vient d'accoucher n'a pas de signe, aujourd'hui, nous ne faisons pas beaucoup de tests chez nous, mais si cette personne n'a pas de signe, elle est considérée comme une personne qui n'est pas malade. Elle peut allaiter. Maintenant, à la maternité ou après, quand elle ira chez elle, on va lui conseiller de surveiller sa température, de surveiller comme tout le monde les signes suspects de Covid-19. Et puis, si elle a des signes qui sont suspects, elle va informer. Mais dans tous les cas, le fait que dès l'accouchement, elle commence à allaiter son bébé, ce bébé-là va profiter de cet allaitement-là, particulièrement pour les femmes rurales. Oh. Maintenant, quand il y a de la suspicion, il faut faire le test avant même que les femmes accouchent. Et on a vu ça avec l'expérience chinoise, justement. On va toujours y revenir parce qu'ils ont la plus grande expérience aujourd'hui. Et ils sont arrivés à proposer ce test de façon systématique chez les femmes enceintes avant qu'ils n'en finissent avec cette épidémie. Donc, si nous devenons un jour un pays très infesté, il faudra, à mon avis aussi, qu'on donne la possibilité, après le personnel médical et tous les autres cas, aux femmes enceintes d'être dépistées. Ça va résoudre ce problème d'allaitement. Ok. Voilà, docteur Meka, vous, en tant que gynécologue obstétrique, vous êtes au contact des malades. Qu'est-ce qui est fait pour protéger le personnel de santé? Déjà au niveau de l'Allemagne. Ok, au niveau de l'Allemagne. Vous savez, en tant que personnel de santé, nous sommes en première ligne. Et ça ne concerne même pas seulement le personnel de santé. C'est aussi les paramédicaux, ce sont les employés de commerce, c'est tout cela qui s'engage pour que la vie publique puisse avoir une certaine continuité malgré les conditions que nous vivons actuellement. Ce sont des moments très particuliers que nous vivons actuellement. C'est un énorme risque d'être en première ligne. On a le risque de se faire infecter, on a le risque d'infecter ses proches. Mais je vais dire, quand on prête le serment d'Hippocrate, alors on a le devoir moral de ne pas abandonner ses patients. Et ça, y compris même en prenant ces risques-là. En même temps, il faut bien sûr que le personnel soit protégé d'abord, parce que personnellement, au fond de moi, si je ne me sens pas protégée, c'est vrai, j'ai cette obligation morale, mais il devient difficile pour moi de bien travailler, surtout que même le patient qui est près de moi, je suis une source d'infection pour ce patient-là. C'est donc la raison pour laquelle cette protection est à deux volets. On a une protection physique. Chez nous, à l'hôpital, par exemple, ce sont les kits de protection, c'est-à-dire les gants, les masques, les sous-blouses, les sous-chaussures, les chalottes, tout ce dont on a besoin quand on a un cas de Covid-19 confirmé, pour protéger le personnel, pour qu'il puisse bien travailler. À côté de ça, il faut aussi un soutien psychique, parce qu'il y a un impact psychologique là derrière. Quand on commence on a vu les hôpitaux en Italie, quand on commence à voir plusieurs cas à la fois, quand les hôpitaux commencent à se faire saturer, quand on doit commencer à choisir qui admettre en réanimation ou qui ne pas admettre, bien ça affecte l'éthique, ça affecte la déontologie et c'est bien sûr un stress émotionnel aussi. Donc, c'est cette protection-là qu'on a actuellement, la protection physique et aussi un soutien psychique. Ok. Voilà, docteur Goebel, sur cette dame qui
qui vient d'accoucher, prenons la dame a déjà accouché, et on est obligé de la mettre en quarantaine parce qu'elle a présenté les signes, les symptômes. Au niveau de l'enfant qui naît, est-ce qu'il n'y a pas une rupture, ce lien affectif avec sa maman? Comment on gère ça? Alors là, vous parlez de la femme vraiment malade. Oui, malade. Malade, stade 2, 3, 4. Oui, elle a déjà accouché, Oui. mais elle a... Oui, non, je pense que c'est la Elle femme... est contaminée Oui, après l'accouchement. Si la Comment femme on gère la relation avec l'enfant? Si la femme est malade, à mon avis, il faut arrêter l'allaitement. Il faut passer à l'allaitement artificiel. Mais ça ne va pas gêner? Encore une fois, la femme malade qui est sous traitement, qui évolue, ça peut prendre une semaine pour qu'elle s'en sorte si elle est vraiment correctement traitée. Oui. Donc, d'autres personnes peuvent s'occuper du bébé pendant cette période délicate. Mais ensuite, elle va continuer à s'occuper de son bébé, à se protéger, à se laver les mains. Parce que comme on l'a dit, même si cette maladie se transmet au bébé, c'est très léger pour l'instant. Ces contaminations sont vraiment faibles. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas dire cela pour toutes les femmes. Mais ce que je pense, les choses seront un petit peu plus claires après. Oui. de nombreux mois, j'espère pas de très longs mois. Autre chose aussi, on aura sûrement les femmes malades qui allaiteront leur bébé. Parce que premièrement, la femme a un attachement tellement fort pour l'allaitement de son bébé que si vous lui dites, quand c'est protégeant, quand c'est lavant les mains, quand mettant le masque, elle peut l'allaiter, je suis persuadé que 90% des femmes prendront cette décision, même quand elles seront malades. Ok. Docteur Meka, comment la quarantaine, comment ça se passe là-bas en Allemagne? Je voudrais peut-être parler. Oui, docteur Godbert. Je voudrais revenir sur la protection du personnel médical. C'est quelque chose qui paraît primordial. Et là aussi, je suis dans des dizaines d'associations, de médecins de femmes, surtout de femmes médecins. Et les femmes médecins ont la particularité que elles ont ce triple vie-là. Ce sont les mamans à la maison, c'est elles qui s'occupent des femmes de ménage qui arrivent, c'est elles qui gèrent toutes ces choses-là, c'est elles qui font les courses, c'est elles qui s'occupent des enfants qui vont à l'école et c'est celles qui doivent aller travailler actuellement quand elles sont médecins. Je pense qu'il y a beaucoup de pression auprès de médecins et particulièrement auprès des femmes médecins actuellement. Et j'ai encore ici un cri de cœur de beaucoup de femmes médecins qui m'ont appelé pour me dire « Doc, dis là-bas, dis-leur, transmets au gouvernement de ces pays qu'ils protègent le personnel médical et particulièrement les femmes. Et parmi les femmes, il y a les infirmières, il y a les sages-femmes. Donc je pense vraiment que laisser travailler le personnel médical, c'est bien. Nous avons le serment. Nous ne pouvons pas d'ailleurs ne pas travailler. On est incapable de rester à la maison. Qu'on gagne la vie ou pas, on va travailler. Mais le personnel médical doit être protégé. Protégé, c'est-à-dire qu'on doit avoir accès de façon bénévole, gratuite aux masques, à tout ce que la consoeur Dr Beka vient de décrire en Allemagne, même si on est un pauvre pays. Ces choses-là doivent être à la portée des médecins, à la portée du personnel médical pour que le travail puisse continuer avec sérénité. Parce que si on est protégé, on va continuer à travailler sans réfléchir. Mais si on n'est pas protégé... Vous réfléchissez d'abord. On réfléchit. Et là, c'est pas bien pour c'est pas bien pour nous, pour le personnel médical, pour nos patients, pour nos familles. Parce que vous pouvez arriver chez vous le soir et on vous regarde avec les yeux un peu de crainte. Oui, nous ne devons pas... la confiance même dans la famille. Mais oui, il ne faut donc pas qu'on devienne des personnes transmettrices de cette maladie-là. Ok. Docteur Meka, au niveau de l'Allemagne, on fait beaucoup pour le personnel de santé? C'est je travaille dans une structure hospitalière et je ne peux pas me plaindre parce qu'on connaît. Puis je sais que c'est vrai, il y a un problème de manque de kits de protection, mais jusqu'ici, on a ce dont on a besoin pour travailler. Je ne peux pas confirmer que c'est le cas 100% pour
les médecins traitants qui ont leur propre clinique privée, eux, ils ont vraiment un gros problème. Mais comme nous sommes un hôpital plus grand, nous sommes un centre Covid, parce que le gouvernement a essayé de régionaliser de telle sorte que la plupart des patients puissent se diriger dans un hôpital un peu plus grand, avec plus d'infrastructures, qui va donc mieux s'occuper de ces patients-là que des autres petits hôpitaux puissent s'occuper des autres urgences, parce qu'à côté de ça, il faut bien savoir qu'il y a d'autres pathologies, il faut prendre soin des autres patients, et si tous les lits d'hôpitaux sont occupés par les patients COVID-19, ça sera pas bien. Donc, il y a ce côté de logistique, il y a ce côté d'organisation, ce qui fait que dans la structure hospitalière où je travaille, on a le matériel dont on a besoin pour travailler, pour s'occuper de nos patients. C'est l'Allemagne. Hein? Oui. Dr Godbell dit que c'est l'Allemagne. Je pense que ça devrait être une priorité pour tous les systèmes de s'assurer que le personnel soignant, ceux-là qui sont en première ligne, ceux-là qui mettent leur vie en danger pour s'occuper des autres, pour que cette pandémie, qu'on puisse vraiment s'en sortir, qu'on puisse soigner ceux qui sont malades, qui devraient aussi avoir le strict minimum pour faire leur travail. Parce que le sacrifice auquel ils font déjà face, ça sera une façon de leur dire merci. Voilà, Dr Godbell, il y a ce débat, on parle de confinement pour limiter la propagation du virus. Certains ne sont pas pour, il y en a qui disent qu'il faut y aller tout de suite. On parle du port du masque. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire au Cameroun pour limiter ça? Certains ont même proposé des tests systématiques, obligatoires, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de vous répondre. Et déjà personnellement, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de la douleur à venir à cette émission. Oui. Merci d'être là. Voilà, vous me l'avez proposé il y a 2 jours, j'avais accepté. Et depuis hier soir jusqu'à ce matin, il se sont passées des choses et je me suis senti vraiment mal. Et il a fallu que je me fasse violence pour que je puisse venir à cette émission. Mais c'est parce que aussi je pensais aux autres. Les politiques de santé sont quelque chose d'extrêmement complexe. Ça fait vraiment partie des choix de vie des pays, des gouvernements. Et des pandémies comme celle-ci viennent bousculer les choses qui devraient être des choses essentielles. Alors, nous, en Afrique, tout le monde est persuadé que quand nous allons atteindre les gros chiffres, on ne va pas résister. Et je ne suis pas loin de penser aussi cela. Mais nous avons eu peut-être le privilège de voir, j'ai parlé de tsunami qu'on va arriver tout à l'heure, de voir arriver les choses. On a vu ce qui s'est passé en Chine, on a vu ce qui se passe en Italie, en France, partout. Et tout le monde, notamment nos décideurs, voient exactement quelles sont les stratégies qui ont marché ou qui n'ont pas marché. Je pense qu'il y a en gros quelque chose comme 4 stratégies. On confine tout le monde de façon organisée. Oui. Les gens qui sont suspects, les gens qui sont positifs, les gens qui sont malades, on les confine hors de chez eux. On donne des médicaments à toutes ces personnes qui sont malades pour qu'ils n'aillent pas dans la gravité de la maladie. Et on protège les autres qui ne sont pas atteints. C'est quelque chose d'idéal, mais on me dira que ça ne peut pas marcher dans tous les pays, même pas dans certains pays occidentaux. Ça ne peut surtout pas marcher dans les pays pauvres parce que c'est chaque matin que les gens vont sortir pour aller chercher ce qu'ils ont à manger. Mmh. Mais alors, il faudrait donc que les moyens qui sont pour chaque pays soient au moins respectés. Je pense que la discipline, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. On ne peut pas comprendre qu'on demande aux gens, parce que vous êtes sortis d'un avion, allez vous confiner, et que là-dedans, certaines sortent et d'autres ne sortent pas. On ne peut pas comprendre qu'on dise aux gens, n'allez pas faire les réunions,
et par derrière, ils font des réunions. On ne peut pas comprendre aux gens, on leur dit, faites de la propreté pour vous, il vaut mieux d'être propre, on n'est pas capable de faire la propreté. En même temps, on voit bien que dire à tout le monde d'aller à la maison, là-dedans, il y a des gens qui sont positifs, d'autres qui ne sont pas positifs. Le fait de les mélanger va faire en sorte que les familles vont se contaminer entre elles. Donc, moi, mais je ne suis ni politique, ni financière, ni quelqu'un qui doit décider. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des choses simples. Confiner les personnes qui n'ont rien à faire dehors, tester le maximum de personnes qui sont suspectes. Et cela, je pense que c'est en train d'arriver parce que j'ai vu ce matin qu'il y a maintenant, il va y avoir la décentralisation au niveau des tests, que les gens puissent être testés. Et ceux qui sont vraiment positifs, qu'ils soient isolés, pas forcément dans leur famille, mais si c'est dans leur famille que les gens s'organisent, qu'on ne mélange pas les testés positifs et les non positifs, et puis qu'on donne des médicaments à ceux que je ne vais pas défendre un protocole ici, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un protocole qui ne coûte pas cher. Oui. Et nos pays, on a grandi avec ce produit-là. On le prenait tous les jours. Voilà, justement, vous avez sorti. Vous m'avez arraché ça de la bouche, docteur Goldbel. Est-ce qu'une dame enceinte, donc, qui peut prendre ce protocole sans risque pour l'enfant? Non, ça n'a jamais fait du mal à l'enfant. Ça n'a pas fait du mal à l'enfant. Tous les médicaments qui sont pris par les doses requises, contrôlées sur prescription médicale, ne sont pas des poisons pour les gens. Je dis, cette molécule-là, nous, on l'a... Moi, d'ailleurs, comme j'ai grandi dans des stations missionnaires et que mes parents me donnaient ça tous les lundis matins, les gens, on nous disait, oh, ben, ces enfants sont intelligents parce que leurs parents leur donnent la quinine de l'intelligence tous les lundis. Voilà, on l'a sorti du marché simplement parce que ce n'était plus efficace pour la maladie qu'elle était supposée sortir, mais ce n'est pas tellement parce qu'elle tuait les gens. Donc, j'ai entendu aussi qu'on peut fabriquer ça dans nos pays, mais qu'on fabrique. Ok. Voilà, docteur Meka, une femme qui prend régulièrement, prend ce protocole-là, on va le dire ainsi, est-ce qu'au terme, ça peut jouer sur l'enfant à la naissance? Parce qu'on a reçu des cardiologues qui, certains ne sont pas pour ce protocole. Est-ce que ça peut jouer sur la santé de l'enfant? Pour répondre à cette question, il faudra qu'on entre dans certains petits détails. Ce protocole, chloroquine, antibiotique, azithromycine, je crois que c'est de ça que vous parlez, n'est-ce pas? Oui, justement. Voilà. Comment est-ce que je peux expliquer ça de façon assez... Jusqu'à présent, en tout cas c'est le cas en Allemagne, on n'a pas de traitement officiel pour le Covid-19. C'est vrai, il y a ce protocole, il y a cette étude du professeur Raoul, et ce protocole a été approuvé pour certains cas. Maintenant, il faut dire, la chloroquine, c'est pas nouveau. On sait, c'est connu déjà que la chloroquine a un effet qu'elle stoppe la réplication des coronavirus. C'est pas nouveau. C'est la raison pour laquelle c'est pas un médicament miracle, c'est pas un effet waouh. C'est quelque chose qui était déjà connu. Maintenant, avec l'azithromycine pour les super-infections, ce sera sûrement une piste, l'avenir nous le dira. Le traitement du Covid-19 prend aussi en charge les complications. Il y a le volet complications, il y a le traitement curatif, mais il y a aussi la prise en charge des complications. Je vous explique. Si on a un patient atteint de Covid-19 qui fait des complications, qui est en réanimation, heureusement, ce n'est que 5% des cas. Et bien que vous lui donnez la chloroquine et l'azithromycine sans gérer sa détresse respiratoire, sans lui donner de l'oxygène, sans lui faire une intubation, il ne va pas guérir. Il faut aussi prendre en charge ces complications-là. Et il ne faut pas oublier que pour une maladie où 80% des personnes infectées guérissent grâce au système immunitaire, grâce aux forces du corps,
ça commence un peu à être difficile de savoir si c'est à cause de la chloroquine ou pas. C'est un peu pour sensibiliser dans la mesure où la ruée qu'on a fait, on va dévaliser les pharmacies de chloroquine. Le professeur Raoult n'a jamais dit que c'était à titre préventif, non. Donc, c'est pas parce que je me garde de chloroquine maintenant que je ne vais pas avoir la maladie. D'un autre point, mes patients ont des problèmes. La chloroquine a fait ses preuves pour le traitement d'autres maladies, comme les lupus et les rhumatismes. Les patients ont des problèmes pour trouver le médicament. Or, si elles font pousser de cette maladie-là, elles auront un autre problème. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas trop la bonne information. Maintenant, en ce qui concerne la femme enceinte, oui, la femme enceinte peut prendre le médicament. La chloroquine, ce n'est pas interdit pour la femme enceinte. On n'a pas d'anomalie au niveau du fœtus quand une femme a pris la chloroquine pendant la grossesse. Ce qu'on recommande, c'est si elle le prend comme prophylaxe de la malaria, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais si elle prend ce médicament à dose forte, sur une durée très prolongée pendant la grossesse, alors on recommande de faire des échographies pour bien s'assurer du développement fœtal. Ça, c'est la recommandation obstétricale en ce qui concerne ce médicament. Voilà. Docteur Godbel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais on ne peut pas, la chloroquine, personne ne peut la proposer pour la prévention. Oui. Et il faut vraiment dire aux populations que ce n'est pas la peine d'aller le chercher dans les pharmacies. D'abord, il n'y en a pas, et de plus en plus, il y a des fausses. Et c'est surtout avec ces fausses-là qu'il y a des effets secondaires. La chloroquine plus antibiotique, c'est une prescription médicale pour les patients en début de maladie, pour justement limiter le nombre de personnes qui vont aller vers les stades sévères de la maladie. Mais pour la prévention du palu, non, la chloroquine n'est plus du tout utilisée pour la prévention du palu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a plus ici. Il y a d'autres molécules plus simples qui sont utilisées pour la prévention du palu. Voilà, docteur Gerber, vous reveniez sur cet épisode des passagers d'un certain vol qui, le ministre de la Santé a dû sortir à 2 reprises pour leur demander, pour vous, si demain c'est la catastrophe, ces personnes-là sont responsables d'avoir propagé la maladie? Non, on ne va pas stigmatiser qui que ce soit parce que je pense que les personnes qui étaient dans ces vols-là ne sont pas du tout de la même catégorie. Oui. Il y a des personnes là qui étaient juste à l'étranger, qui rentraient chez eux avec leur billet aller-retour. Il y a d'ailleurs, je pense que c'est la plupart de ces personnes qui sont vraiment restées confinées. Oui. Il y en a qui sont ce qu'on appelle la diaspora, qui sont venus parce qu'il y a quand même beaucoup de... On a quand même constaté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, beaucoup de Camerounais qui décèdent de cette maladie à l'étranger. Le chiffre est assez élevé. Mais peut-être qu'ils ont eu des expressions de peur de revenir chez soi. C'est quand même mieux quand on est en famille. Je pense aujourd'hui qu'il est encore temps pour ces personnes qui n'ont pas fait les tests. Il vaut mieux qu'ils fassent leurs tests parce que les 2 semaines sont déjà passées. Oui. Qu'ils fassent leurs tests. Si les tests sont négatifs, ils reprennent leur vie normale. Ils rentrent en France s'ils veulent. Mais si les tests sont positifs, qu'ils se fassent traiter. Parce que même dans les chiffres que le ministre donne, beaucoup quand même ont été testés. Oui. Beaucoup sont restés dans les hôtels. C'était pas facile, il faut comprendre. Ça pouvait pas être facile. Tu peux pas partir de l'Europe pour venir dans ta famille. On te dit d'aller te confiner dans un hôtel. C'est difficile. Oui. Mais si on n'a pas des comportements courageux pour le bien-être de tout le monde, on va tous couler. Donc, je pense que ceux qui n'ont pas été testés, il faut vraiment qu'ils se fassent tester. C'est pas compliqué. Voilà. Docteur Meka, il faut des tests? Il faut que les gens fassent les tests? Être adapté aux besoins de la région où elle sévit. C'est bien, ça sera bien si on peut avoir plus de tests, si on peut plus tester de personnes, là on saura qui mettre en quarantaine, qui mettre en isolation et on va diminuer comme ça la propagation de la maladie dans la société. La question est-ce que nous sommes capables de faire des tests à grande échelle actuellement? Ça, c'est d'abord
la question à répondre. Ça sera une bonne stratégie si on peut tester tout le monde. Ça sera bien. Mais même les pays comme la France ne font pas les tests à grande échelle. L'Allemagne le fait quand même. C'est la raison pour laquelle leurs statistiques ont l'air d'être mieux que leurs voisins en Europe. Ça sera une bonne chose si on peut les mettre en place. Mais comme je dis, la façon de combattre cette maladie doit s'adapter aux moyens de bord qu'on a. Et on a beaucoup d'autres problèmes. On a une population qu'on met en confinement au jour le jour, une population qui vit, qui est dans le mode de survie, même déjà avant cette pandémie-là. On a besoin d'un confinement accompagné. Si on a les moyens pour soutenir ces gens-là, pour qu'ils puissent donc respecter le confinement qui est recommandé et qui est la meilleure méthode de réduire la propagation de la pandémie actuellement, pour que notre système de santé déjà fragile ne soit pas saturé, ça sera une bonne chose. Si on peut faire les deux, ça sera même encore mieux. Ok. Docteur Guedbel, on peut faire les deux? Il faut faire tests et confinés? Oui, bien sûr, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, des choix de vie, parce que je ne sais pas sur quelle raison on va favoriser telle ou telle chose et pas telle autre. Nous sommes dans une pandémie sévère quand même. Je pense qu'il faut faire des choix de vie. Voilà. Ok. Voilà, elle est déjà là, Nadine Yambou, comme tous les vendredis. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir également à vos invités sur le plateau d'Equinox Soir. Ce soir, au journal de 20h, nous reviendrons sur ces chiffres sur le coronavirus qui ne cesse de grimper au Cameroun. 203 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte à 509 le nombre de contaminations enregistrées au Cameroun avec 10 décès. Alors que l'ampleur du coronavirus gagne du terrain au Cameroun, le SIF appelle le chef de l'État Paul Biya à imiter chez l'exemple des autres pays africains où les présidents ont réuni certaines factions de l'opposition et la société civile pour réfléchir ensemble sur une stratégie commune afin de lutter contre cette pandémie dont vous suivrez les critiques formulées par le Social Democratic Front au journal de 20h. Au moment où le débat sur la chloroquine fait rage dans les milieux scientifiques, ici au Cameroun, l'armée camerounaise a mis la main sur une cargaison de fausses chloroquine au large de Bakassi, dans la région du sud-ouest Cameroun, dont nous reviendrons sur les circonstances de cet événement survenu au large de Bakassi. Également, ce soir, au journal de 20h, Serge Alain, dans cette vidéo qui a déclenché la colère de nombreux internautes africains après les propos de deux spécialistes de la santé publique, notamment sur l'éventualité d'expérimenter les vaccins contre le coronavirus en Afrique. Il faut préciser que l'échange a été diffusé sur une chaîne française et a donc soulevé la colère de plusieurs icônes de la musique, du football, ainsi que d'activistes dont nous suivrons donc bien sûr les réactions de Samuel Etofis, Claudie Siard ou encore Kémy Seba. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera justement le débrief du journal. Place tout de suite dans quelques instants, comme tous les vendredis aux 20h de Nadine Yambou. Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes donc repartis pour Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Narubu Meka, gynécologue obstétricienne à Ingolstadt. Nous sommes en Bavière, en Allemagne, et sur ce plateau à Douala, le docteur Ernestine Guedbel. Déjà, on va réagir sur l'élément que considéré comme la principale nouvelle, docteur Guedbel. 203 nouveaux cas en 24 heures. Ouais, ça devient inquiétant. C'est effrayant. C'est comme... Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu des tests. Oui, c'est parce qu'il y a déjà des tests. C'est ça qui justifie ça. Oui, mais parce que je pense que la santé est allée vers les gens. Oui. Le ministère de la Santé a annoncé, a dit qu'ils feront des campagnes à partir du 2 avril. C'était donc une bonne décision parce que ces campagnes-là ont permis
de faire des tests. C'est pas qu'on soit content qu'il y ait des tests positifs, mais il faudrait, si les tests sont positifs, c'est mieux qu'ils soient connus pour ces personnes-là, pour leur famille, pour la santé publique. Donc je pense que ça ne veut pas forcément dire que la maladie est devenue catastrophique, mais c'est simplement parce que les tests, les personnes qui étaient tapies dans l'ombre ont bénéficié des tests. Voilà. Entre autres. Voilà. Direction Ingolstadt en Allemagne. Docteur Meka, les derniers chiffres, c'est sur 800 personnes testées au Cameroun, 509 sont déclarés positifs, 10 décès. Est-ce que ça inquiète, ça vous inquiète quand vous entendez ces chiffres venant de votre mère patrie, le Cameroun? En 24 heures, 203 nouveaux cas. Personnes qui meurent à cause de cette pandémie, peu importe le pays où on se trouve, c'est très inquiétant. Surtout plus inquiétant parce qu'on n'a pas encore de traitement. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'on a affaire à une maladie où environ 80% des personnes infectées guérissent. Les autres 5% vont faire une forme critique de la maladie et auront besoin d'une prise en charge, surtout respiratoire. Et ça, c'est même l'un des enjeux principaux de cette pandémie. C'est la prise en charge de la forme grave de la maladie où on a besoin d'oxygène, où on a besoin de respirateurs. Ça veut dire, plus le nombre de personnes infectées est élevé, plus le nombre de personnes, qui heureusement, ce n'est pas la majorité, qui auront besoin de cette assistance-là est aussi élevé. Et là, il faut bien qu'on s'assure que notre capacité, ou alors la capacité de nos soins à recevoir ces patients-là reste bien au-dessus du nombre de personnes qui en aura besoin. C'est ce qu'on appelle aplatir la courbe. Et c'est la raison pour laquelle le confinement est si important. Pour que le nombre de personnes infectées dans la société soit un peu contrôlé, que la maladie ne se propage pas très rapidement et que le système de santé soit toujours capable d'accueillir les malades. Sinon, on aura plus de personnes malades, on aura plus de personnes qui auront besoin, qui vont faire une forme sévère ou critique de la maladie et qui auront donc besoin d'un traitement assistant respiratoire, intubation et ça risque de nous faire problème si avec le plateau technique qu'on aura. C'est, je crois, le docteur Sanjon qui disait dans une région comme le littoral, à Douala, on compte 14 lits de réanimation. Le Cameroun compte 40 réanimateurs pour 25 millions de personnes. Ça montre donc à quel point la prévention reste très importante pour notre société. Voilà, on va donc revenir au thème principal, Dr Guadbel. Beaucoup de personnes veulent savoir, est-ce que le traitement, le suivi de la femme enceinte qui est contaminée peut être le même que le suivi d'une femme normale? Ok, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de femmes diagnostiquées contaminées, oui, tant qu'on n'aura pas fait massivement les tests, oui, tant qu'on n'aura pas permis aux femmes enceintes de bénéficier de ces tests-là, surtout quand il y a des cas suspects. Mais je crois que ça va venir progressivement. Pour l'instant, il faut savoir que la plupart des personnes vont être suspects parce qu'ils ont été en contact avec des voyageurs, parce qu'ils ont été en contact avec des populations, parce qu'ils sont allés dans des enterrements dans les 15 jours qui précèdent. Et donc, c'est vraiment ici le moment de dire aux femmes enceintes de ne pas bouger, de rester chez elles. On essaye même de les aider pour celles où les sociétés obligent de travailler, de leur donner des attestations pour qu'elles ne travaillent pas. À partir du moment où elles ne travaillent pas, elles vont rester chez elles. Ce n'est pas la peine. Toutes les manifestations, que ce soit les deuils, les enterrements, les mariages, on pourra les fêter après. Donc nous aurons la majorité des femmes qui seront peut-être suspectes, mais qui ne seront pas forcément malades. Le suivi de la grossesse reste le même. C'est-à-dire qu'elles vont faire des consultations. Ce qui va se passer simplement, c'est qu'on va
élargir les intervalles de consultation. Oui. Pour les femmes qui n'ont pas de problème, ce sera plus forcément tous les mois, ça peut aller tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. Mais on leur donnera la possibilité on leur donne la possibilité d'appeler. S'il faut appeler 2 fois par jour, il faut qu'elles appellent pour qu'elles expliquent qu'est-ce qui se passe, pour qu'on les accompagne dans le choix, pour qu'on leur conseille s'il faut appeler le 15, 10 ou pas. Les examens comme des échographies continuent à être faits parce que c'est pour l'intérêt de la femme. Les vaccinations doivent être continuées, y compris le BCG pour le bébé à la naissance, parce qu'il y a aussi des études qui pensent que ce BCG est protecteur. Et l'accouchement doit se préparer, ces femmes entrer chez elles, poussent un peu les hommes à avoir un appétit sexuel. Et les femmes sont un peu Dr. Godfrey, le confinement, vous dites que ça augmente la libido, c'est ça? C'est ce qui a été constaté. Des études, il y a des études là-dessus. Non, ce n'est pas une histoire d'études, c'est une histoire d'observation. Du côté masculin et du côté féminin, c'est le contraire. Oui. Donc, voilà, il faut que toutes ces dispositions... En fait, on a vu d'ailleurs, je pense que même dans les médias, vous l'avez suivi, qu'il y avait une augmentation des agressions... Des violences conjugales. Des violences faites aux femmes. 32% en France. Voilà, donc ce sont des choses, ce sont des faits. Scientifiques ou pas, ce sont des faits. Donc, il faudrait donc que ces femmes-là... puissent avoir leur postpartum avec calme pour qu'elles puissent s'occuper de leur bébé. Il y a le cas de celles qui cherchent à avoir les enfants, le cas des femmes infertiles. Ça aussi, c'est un problème parce que les femmes infertiles, entre avoir son bébé et lui dire « va te confiner pour le Covid », beaucoup vont choisir d'aller chercher leurs enfants. Ce sera donc des situations au cas par cas. Dans les pays développés, les techniques comme la procréation et tout ça ont été arrêtées. Chez nous, c'est un peu différent parce que beaucoup de femmes font qu'est-ce qu'on appelle le cross-boarding, vont à l'étranger pour avoir leur traitement. Quand ils se retrouvent confinés dans les pays étrangers, ce sera du cas par cas, ces femmes-là pourront avoir affaire à leur traitement si ça se fait dans des centres sécurisés. Pour celles qui... on a vu également sur le plan mondial que la demande des femmes à congeler leurs ovocytes a augmenté aussi parce qu'elles se disent mais qu'est-ce qui va se passer si après je ne peux plus, il vaut mieux aller congeler les ovocytes. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, on est un peu surpris, mais il faut que ce soit géré au cas par cas en rassurant les femmes. Donc les femmes qui veulent faire les enfants, on va leur dire que ce n'est pas forcément une urgence, mais pour les femmes qui sont déjà engagées dans les traitements, il faut les accompagner. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La contraception, je l'ai dit, il faut éviter de tomber enceinte si on le veut. Il faut donc utiliser les moyens de contraception, ils ne sont pas contre-indiqués. Voilà. Docteur Meka, c'est une situation spécifique à vous qui êtes confiné là-bas, on parle de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme qui se trouve en confinement et qui est enceinte, est-ce que tout ce qu'on a dit, les violences conjugales, l'étude a montré que 32%, il y a eu une augmentation de 32% des violences conjugales en France par rapport, depuis que le confinement est rentré en action, on va le dire. Est-ce que une femme qui est confinée, cet état de choses a un impact sur le fœtus, sur l'évolution du fœtus? Le confinement est une situation particulière. Qui a déjà vécu ça, on a l'impression d'être libre, mais d'être en prison en même temps. Voilà. Ça fait que les gens sont énervés, les gens sont angoissés. On ne sait même pas quand ça va finir. Ça a un impact sur l'enfant? Ça a un impact sur l'évolution du fœtus? La femme qui est enceinte, aujourd'hui, confinée? J'arrive, c'est Jalin. Bon, jusqu'à présent, les femmes que je vois en consultation pour leur échographie, elles me disent qu'elles sont angoissées par cette situation, mais comme je dis, c'est très tôt, nous sommes juste à 4 mois. L'implication que ça peut avoir, c'est quoi? On peut déduire que cette femme-là qui est en confinement peut lui faire des dépressions. Et si une femme fait la dépression, si elle ne mange pas bien, si elle ne s'occupe pas d'elle, si elle ne prend pas ses vitamines, on peut donc peut-être imaginer que peut-être l'enfant ne va pas bien grandir,
mais ça fait 4 mois que nous sommes là-dedans. Je n'ai pas encore eu à constater cela, je n'ai pas encore lu d'études là-dessus, mais on essaie de continuer de conseiller les femmes de mener un rythme de vie sain, et ce n'est pas seulement pour la femme enceinte, c'est pour tout le monde. On priorise les consultations par télémédecine. Les sages-femmes vont appeler, on leur demande d'appeler, on appelle pour savoir si elles vont bien, si tout se passe bien. Il faut essayer de garder le contact. Parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui vont recourir à l'alcool, qui vont recourir aux drogues ou encore à la violence, comme on dit, et ça peut avoir vraiment de graves conséquences. Mais là, il est encore très tôt pour le savoir. Et ça, ce sont les moyens qu'on utilise pour essayer d'avoir un suivi obstétrical bien en place. Parce que ça, c'est important. Ok. Dr Godbel, ça peut jouer sur l'état mental de la femme pendant cette période, parce qu'on a des vidéos, les gens, ça fait une dizaine de jours. Est-ce que l'enfant ne va pas en pâtir, le fœtus? Il y aura un surstress, ça c'est clair. Oui. Mais non, généralement, ça n'a pas d'effet négatif sur l'enfant. Sauf peut-être qu'on augmente, on a parlé d'écoulement placentaire, des choses comme ça, mais c'est vraiment très, très minime. C'est très, très minime. Maintenant, on ne sait pas si ces périodes s'éternisent. Si on y est jusqu'à la fin de l'année, on verra sûrement les effets secondaires, mais croisons les pieds et les doigts pour qu'on n'y aille pas. Voilà, mais Dr Godbel, il y a l'utilisation de ces gels-là et tout. Est-ce que ça joue sur le corps de la femme enceinte? Non. On a commencé, non. Elle est très vulnérable. Non. Est-ce que l'utilisation abusive de ces gels-là, ces solutions hydroalcooliques, ne joue pas sur la femme enceinte? D'abord, il faut qui est vulnérable, vous l'avez dit d'entrée de jeu. Oui, il ne faut pas les utiliser de façon abusive. Oui. La chose vraiment la plus importante, c'est le lavage des mains. Oui. Et c'est d'éviter de toucher des choses, c'est d'éviter de toucher les effets. Bon, la femme enceinte va rester à la maison, va se confiner, elle va laver les mains. C'est vrai, il faut utiliser les gels 2-3 fois par jour, mais pas plus. Parce que ça peut favoriser également ça peut fragiliser la peau des mains. Et certaines pensent que ça peut favoriser certaines infections et certaines bactéries, cette fois-ci, qui ne soient pas les... Donc, si on ne les a pas, les gels, il faut laver les mains. Et je rappelle aussi que d'autres personnes peuvent les fabriquer eux-mêmes, c'est pas compliqué. Il faut mélanger de l'alcool avec du vinaigre blanc ou de l'eau oxygénée, un peu c'est pas la vaseline, c'est un produit gras, quoi, pour pouvoir... c'est ça. C'est ça qui donne cette solution hydroalcoolique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, laver les mains. Non, mais ça n'a pas d'effet sur le bébé. Ok. Voilà. Bon, docteur Godbel, vous en tant que gynécologue, est-ce que vous, dans votre société de gynécologue, vous vous êtes retrouvé pour réfléchir sur cette pandémie? Oui. Pour les femmes enceintes, surtout, c'est votre domaine? Si, les gynécologues travaillent sur cela. Et je pense que d'ici quelques temps, la Société des gynécologues a mis en place une équipe de 3-4 personnes qui vont, je pense que d'ici une semaine, sortir le mode de comment faire pendant cette période par rapport à la pratique de gynécologie et l'obstétrique. Ok. Docteur Meka, vous là-bas en Allemagne, comment ça se passe? Les patients qui viennent, est-ce que vous imposez le test? Il faut savoir, la femme enceinte qui vient chez vous, est-ce que vous imposez le test Covid? Quand une femme enceinte arrive aux urgences, elle va d'abord passer par un couloir où elle va répondre à certaines questions. Oui. C'est-à-dire, on fait un genre de screening. On va lui demander est-ce qu'elle a eu la fièvre, est-ce qu'elle tousse, est-ce qu'elle a des symptômes grippaux, est-ce qu'elle a eu un contact avec une personne qui était positive au nouveau coronavirus, est-ce qu'elle a voyagé, elle était dans une zone à risque, Italie, Espagne, etc. Elle va d'abord répondre à toutes ces questions. Et quand les réponses sont non, on va lui prendre la température. Alors, elle sera admise en salle d'accouchement. Elles ne sont pas testées. Une femme qui n'a pas de symptômes ne va pas être testée systématiquement. Non. Donc, si elle répond par non à toutes ces questions du screening, elle ne sera pas testée. Le personnel médical, le masque et les gants, c'est obligatoire. On va lui administrer ses soins et puis c'est ça. Et docteur Meka, vous avez l'air de vous fier aux réponses.
Vous posez la question, vous avez la fièvre, la personne va vous dire, j'ai pas de fièvre. Si elle dit oui, c'est que vous allez l'envoyer de l'autre côté. Vous vous fiez aux réponses? Ces gens-là, il faut compter sur la responsabilité et le civisme de la population. Oui. Il s'agit d'une question de santé publique. À la fin du questionnaire, la personne va signer. Ça fait Un engagement. Si elle a... Pardon? C'est comme un engagement sur l'honneur. Voilà, si elle a donné de mauvaises informations, c'est comme donner des mauvaises informations lors d'une enquête de police. Ça peut avoir des implications qui peuvent être très lourdes. Et en plus, dans une unité de gynécologie, il ne s'agit pas seulement d'elle, il s'agit aussi de la santé des autres. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de normal devrait donner de mauvaises informations à ce niveau-là. Surtout que si il y a un oui quelque part, il sera testé. Ce n'est pas... Bon, jusqu'ici, je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec ça. Comme je dis, à la fin, elle met sa signature. Moi aussi, le médecin, je mets ma signature, la sage-femme aussi. Si on découvre qu'elle a donné des mauvaises informations, elle a mis la vie de certaines personnes en danger, eh bien, nous sommes des adultes et nous savons les conséquences que ça peut avoir. Une femme enceinte qui a un enfant, qui a un avenir, qui a des enfants éduqués, elle va pas jouer avec un truc comme ça. Voilà, Dr Goebel, vous avez justement le protocole. Hein? Oui, c'est un document sérieux. Oui, il y a un document, en fait, qu'on appelle, c'est d'ailleurs a été mis par le ministère de la Santé, où il y a des interrogations. Hein, où on peut... Ces documents-là permettent, quand les personnes viennent en consultation, consultation Covid-19. C'est ça. Qu'on sache s'ils ont des facteurs de risque. Ils peuvent mentir sur certains points, mais ils ne peuvent pas mentir sur tous les points. Oui. La température, on leur prend la température obligatoirement. Ils ne vont pas mentir sur ça. Si elles toussent... Pendant l'entretien, on ne peut pas supporter elle va tousser, la personne va tousser, si le nez coule. Donc et puis on les examine, on peut sculpter aussi le poumon. Donc ce sont des choses, mais c'est pas fait non plus pour faire la police, c'est fait pour que les gens soient honnêtes, pour que les gens soient compliants, pour qu'ils réfléchissent pour l'intérêt de tout le monde. Ok. Revenons à ces chiffres, Dr Goebel. 203 cas en 24 heures. Depuis, on est passé de 5 cas, les 24 heures, 10 cas. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on est passé à 200 carrément. Ça veut dire que demain, ce sera combien? 400? Mais je pense qu'il faudrait... dire que le problème est... Je crois qu'il faudrait que... La situation est grave, comme a dit le ministre de la Santé. Voilà, nous sommes ici. Je n'ai pas suivi le briefing qui est fait par le ministère de la Santé. Je crois qu'il devait nous éclaircir là-dedans. Est-ce que ce sont des cas qui étaient juste cachés ou est-ce que c'est des nouveaux cas qui ont été contaminés par c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les cas internes ici. Je pense à mon avis qu'il y a les deux et qu'il y a cet effet-là qui a boosté, enfin j'espère, parce que si c'est vraiment 200 nouveaux cas en une seule journée, ça me paraît effroyable. C'est effroyable et c'est extrêmement inquiétant. Ouais. Mais en même temps, il y a une note d'espoir quand même. Il y a une dizaine de personnes qui est guérie de cette pandémie. C'est pas beaucoup ça. Si, elles sont guéries, bon, d'accord, mais bon. Et comme on l'a dit, les cas... Tu dis que tout le monde n'est pas quand même condamné, quoi. Non, c'est pas, il n'y a pas une... Il faut la discipline. En fait, il faut qu'on se concentre sur avoir le moins de cas contaminés possible. Oui. Contaminés possible. On voit que 70 à 80% vont guérir, mais si on se contente juste de le dire comme ça, et qu'on se retrouve avec 2000, 5000 cas, ça fera quand même beaucoup de personnes. Même si on va dans les 20% des cas graves, il y aura quand même beaucoup trop de personnes. Et comme nous reconnaissons tous que les systèmes de santé des pays d'Afrique sont légers, ne peuvent pas supporter autant des problèmes. On a déjà d'autres maladies, on a le palu, on a le VIH, on a toutes ces choses-là. Les autres viennent s'ajouter. Le Covid vient s'ajouter dessus, ça fait beaucoup. Ok. Docteur Meka, vous avez dit que l'Allemagne, contrairement à ses voisins européens, n'est pas autant frappée que les autres. Vous dites que ceci émane de quoi? La discipline, ils ont pris le taureau par les cornes. Qu'est-ce qui fait, entre guillemets, le succès de l'Allemagne? Il faut dire que l'Allemagne avait peut-être eu l'avantage de voir ce qui s'est passé en Asie, de voir en Chine, de voir ce qui s'est passé en Italie ou en France.
Alors, ils ont pu agir très vite en amont. À côté de ça, quand le patient 0 a été identifié en Allemagne, qui était une patiente d'origine chinoise qui venait puis elle était là pour le travail, on a vraiment fait des recherches pour entrer en contact avec tous ceux qui ont été en possibilité d'être entrés en contact avec elle. C'est pas un travail facile. Et toutes ces personnes-là ont été mises en quarantaine. Et là, ça fait qu'on a déjà empêché, avec cette action-là, une propagation. On a pu empêcher une propagation de la maladie. C'est sûr, on va pas. Il y a l'un ou l'autre qu'on va sûrement pas identifier. Mais c'était déjà une mesure bien rigoureuse qu'ils ont mis en place à ce niveau-là. Ensuite, ils ont appliqué les mesures de confinement aussi, fermeture des frontières. Donc, ils ont eu le temps de voir ce qui se passait ailleurs, de voir ce que les autres faisaient et d'agir dépendant de comment leurs chiffres avançaient. À côté de ça, comme je disais, ils font beaucoup de tests. Ça veut dire qu'ils ils peuvent déjà observer des patients jeunes, des patients qui vont faire une forme mineure de la maladie. Et contrairement aux autres pays qui vont tester déjà des cas graves, ça fait qu'ils ont donc un nombre de personnes guéries dans leurs statistiques qui allait plus élevé. Et ça améliore les statistiques, c'est clair. Voilà. Docteur Meka, on va sortir de l'émission. Vous avez sûrement un mot à l'endroit des Camerounais par rapport à cette pandémie et aussi. Le ministre Manaouda Malachi qui vous regarde en ce moment, fidèle téléspectateur et Equinox Soir, qu'est-ce que vous avez à dire au ministre par rapport à tout ce qu'il a là-bas comme boulot depuis? Déjà, je vais vraiment le féliciter. Chapeau bas, il fait du bon travail. Ça, vraiment, je le félicite pour cela. Et je vais dire à mes concitoyens ou encore à tous les Camerounais, tous ceux qui m'écoutent, la crise sanitaire à laquelle on fait face actuellement, ce n'est pas le travail d'une personne. C'est un travail de solidarité. Le gouvernement fait sa part, le privé fait sa part et chaque individu doit également faire sa part. C'est comme ça qu'on va y arriver. Le respect des mesures barrières, la distanciation sociale, le respect du confinement, ce sont des trucs que par responsabilité, par civisme, chacun doit être en mesure de comprendre l'importance et de le faire sans qu'il y ait la police derrière soi. Et à travers cela, on va mieux combattre la pandémie. Et quelque chose que j'aimerais vraiment ajouter, on veut sensibiliser, on veut informer, mais on ne veut surtout pas créer la psychose. Et en même temps, il ne faut pas aussi minimiser. Donc, c'est vraiment difficile de trouver le juste milieu là-dedans. Sensibiliser sans créer de psychose et tout de même ne pas minimiser la situation. C'est une situation sérieuse, c'est une crise sanitaire, c'est une pandémie, certains États déjà, ils ont déclaré l'état d'urgence. Ensemble, on pourra y arriver, mais il faut que chacun apporte sa part dans le travail. Voilà, merci Laetitia Naburo Meka. Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci Charles et bonne soirée au Dr Ngouet et bonne soirée à vous. Voilà. Merci. Docteur Ngouet-Bel, vous avez donc ainsi honneur de boucler cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là qui, surtout au Cameroun, qui sont actuellement enceintes, qui ont peur d'être contaminées? D'accord, bonsoir au docteur Meka et félicitations à elle d'avoir participé à cette émission. Je voudrais dire aussi merci, bravo à monsieur le ministre de la Santé pour le travail qu'il a bas avec toute son équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Oui. C'est pas facile. J'en profite pour lui dire de tout faire pour que le personnel médical soit protégé par toutes les conditions possibles, notamment par la facilitation des outils de travail, parce que s'il n'y a plus de personnel médical, ce serait trop grave pour la population. J'adresse mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des personnes, notamment les Camerounais, dans cette triste pandémie. Il y a beaucoup de Camerounais aussi de l'étranger qui perdent leur vie, vous en connaissez beaucoup.
Pour les femmes qui sont enceintes, je voulais leur dire de ne pas paniquer. Comme toute la population, il ne faut pas paniquer, il faut qu'on y croie, il faut qu'on continue à prier, mais qu'on respecte les gestes. Ces gestes-là, c'est vraiment la base. Si ce n'est pas respecté, on ne peut pas avancer. Je pense aussi qu'il faut que les femmes mettent des masques. Même si les masques ne sont pas les masques perfectionnés, c'est toujours une petite barrière. Ouais. Ils pourront laver ces masques-là, ils pourront les repasser ou faire chaud et tout cela. Il faut que ça se fasse. Ces femmes enceintes que j'aime beaucoup doivent être confiantes, qu'elles n'aient pas peur pour leur bébé, qu'elles continuent leurs consultations, qu'elles restent en contact direct avec les formations et les médecins et les sages-femmes qui les suivent, qu'elles aillent accoucher dans les maternités comme elles le font toujours, mais qu'elles pensent au futur de leurs enfants. Je sais qu'elles ont d'autres enfants à part celles qui sont dans le ventre. Courage à ces femmes-là, continuez à faire ce que vous faites, ne paniquez pas et surtout n'hésitez pas à appeler les personnes qui vous suivent. Je pense qu'ils feront tout pour vous accompagner dans cette crise. Voilà. Bon courage à tout le monde. Voilà, merci Dr Godbell d'être passé à cette émission. Merci beaucoup. Vous avez dit aux téléspectateurs, vous avez beaucoup hésité, mais vous êtes quand même venu. Merci pour cela. Merci également au docteur, une fois de plus au docteur Naburu Meka depuis Ingolstadt en Allemagne. Merci à toute la grosse équipe conduite par Séverin Touban, surtout au Paul qui est chargé de la liaison entre les 4 continents, comme toujours. Je pense à Raphaël Dipanda, Marlise Minkoumou, il est là également, Varius Yonjonki Yankwa, Sa Majesté Bébel, Innocent Abega et Séverin Touban. Bonsoir à toutes les femmes enceintes, bonsoir à celles qui viennent d'accoucher également. Ouais.